Certaines histoires dans le monde de l'ingénierie, les vraiment bonnes, ne sont pas des histoires de victoire. Ce sont des histoires de « et si », glorieuses et déchirantes. Pensez-y. Pour chaque Concorde qui a réellement volé, il y a un plan pour quelque chose d'encore plus rapide, d'encore plus ambitieux, qui prend la poussière dans un hangar oublié. Et dans le monde à enjeux élevés de l'aviation militaire, un monde rempli de plus de testostérone et de puissance brute qu'une convention de moteur V8, il n'y a pas de plus grand « et si » que le Northrop F-23. C'était une machine qui semblait avoir été renvoyée du 23e siècle. Un avion de chasse si avancé, si incroyablement cool, que sa disparition de la scène ressemble moins à une décision commerciale qu'à un crime contre l'esthétique et la vitesse pure. C'était, et ce n'est pas une exagération, le plus grand avion de chasse qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, tout le monde connaît le F-22 Raptor. Bon, soyons clairs, le 8IF-23 ne ressemblait pas à un avion. Pas comme un Spitfire. Pas comme un F-15. Il ressemblait à une arme. Un couteau stiletto, conçu par la nature elle-même si la nature avait un diplôme en aérodynamique avancée. La première fois que vous le voyez, votre cerveau doit prendre un moment pour comprendre ce qu'il regarde. Top-down, aile en forme de diamant massif. Forme trapézoïdale, comme il l'appelait. Et la queue? Pas de queue normale. 2 Rudervator inclinés à 50 degrés. Ressemble à un insecte prédateur venu d'une autre planète. Ce n'était pas du show design, chaque ligne, chaque angle bizarre. Un seul but, être invisible. Pas à l'œil humain, au radar. Conduits en S, cachant les pales de ventilateur. Elle masquait à la signature thermique vue d'en bas. Dans les années 80, l'armée de l'air américaine avait un petit problème. Ils regardèrent de l'autre côté du rideau de fer, voyant de nouveaux avions soviétiques. Le Su-27, le MiG-29. Le meilleur avion des Américains, le F-15 Eagle, était brillant, mais il commençait à dater. Les hauts gradés ont compris qu'il fallait plus qu'une simple amélioration. Il fallait un bond de géant. C'est ainsi qu'est né le concours Advanced Tactical Fighter, ATF. La liste de demandes envoyées aux constructeurs était ambitieuse. Ils voulaient un avion pratiquement invisible au radar. La furtivité. Il devait pouvoir voler en supercroisière, supersonique sans post-combustion. Il devait posséder les ordinateurs et capteurs les plus récents, affichant tout le champ de bataille aux pilotes. Après une série effrénée de propositions, l'USAF a réduit le champ à 2 équipes, Lockheed, Boeing, General Dynamics. Leur proposition, le YF-22. Northrop et McDonnell Douglas, leur proposition, le magnifique YF-23. La scène était prête pour un fly-off. Au printemps 1991, le destin du combat aérien allait se décider au-dessus du désert de Mojave. Quand les 2 concurrents ont enfin été sortis au soleil californien, la différence dans leur approche était saisissante. C'était comme comparer un boxeur poids lourd à un ninja. Le Lockheed YF-22 était musclé, déterminé et un petit peu conventionnel. Ensuite, il y avait le Northrop YF-23. Il n'était pas juste différent, il venait d'une autre galaxie. Ses caractéristiques définissantes, ses énormes ailes en diamant et l'étrange empennage en V lui donnaient une qualité organique, presque extraterrestre. Il était plus long et plus mince que le YF-22, et toute sa posture criait la vitesse. Ils ont surnommé les 2 prototypes Black Widow 2 et Grey Ghost. C'étaient non moins des machines et plus des personnages d'un mythe. Les équipes de conception avaient des idées fondamentalement différentes sur ce à quoi ressemblerait la prochaine guerre. L'équipe Lockheed a misé sur un avenir où les combats rapprochés seraient toujours cruciaux. Northrop croyait qu'avec une vraie furtivité et une vitesse supérieure, on n'aurait jamais à se lancer dans un combat aérien. 2 jets brillants, 2 façons complètement différentes de tuer. Le choix allait se jouer dans les airs. Quand il s'agissait de performance pure en ligne droite, le 8IF-23 était tout simplement dans une autre catégorie. Supercroisière. Voler en supersonique sans post-combustion. Les pilotes d'essai suggèrent que le YF-23 pouvait supercroiser à environ Mach 1,6, peut-être jusqu'à Mach 1,8. Il pouvait couvrir de vastes distances à une vitesse incroyable, arrivant au combat plus vite et s'échappant plus rapidement. Cet avantage de vitesse résultait de sa conception, son corps fusionné, l'absence de dérive verticale, ses lignes douces. C'était un javelot glissant, conçu pour percer l'air. Northrop avait de l'expérience, le bombardier furtif B-2 Spirit. L'alignement soigné de ses bords, les conduits sans S, les échappements creusés, tout réduisait la signature radar et thermique. Pas seulement furtif au radar, furtif thermiquement, un fantôme.
On dirait qu'on a donné carte blanche aux ingénieurs. Construire la forme la plus glissante et indétectable, s'inquiéter du reste après. Pas d'ailerons de queue verticaux. Northrop a renoncé à eux. Une rupture radicale avec la convention. Alors que le IF-23 était le roi de la vitesse et des ombres, le IF-22 avait un atout, la vectorisation de la poussée. Diagramme montrant les tuyères se déplaçant. Les tuyères de ces deux puissants moteurs pouvaient au pivoter de 20 degrés. Dans un combat aérien, c'était comme avoir une baguette magique. Ils pouvaient faire des virages incroyablement serrés, monter en flèche et changer de direction avec violence. Cela conférait au IF-22 une capacité d'angle d'attaque élevée inégalée. L'équipe Northrop avait envisagé la vectorisation de la poussée pour le IF-23. Ils savaient que cela améliorerait la maniabilité. Cependant, ils ont omis la vectorisation. 3 raisons. La complexité, le poids et la furtivité. Le poids aurait réduit la vitesse et le rayon d'action. Les tuyères mobiles auraient compromis la furtivité arrière, créant plus de surface pour le rebond du radar. Northrop croyait que l'aérodynamisme supérieur de leur jet lui conférait toute l'agilité dont il aurait besoin. Alors, comment se comparait-il dans les airs? Le 8IF-22 était le vainqueur des manœuvres à basse vitesse. Le 8IF-23 était incroyablement agile à grande vitesse. Il se maniait magnifiquement. Le débat ne portait pas sur l'agilité du IF-23, mais sur le type d'agilité qui importait le plus. La décision allait être lourde de conséquences. Le 23 avril 1991, le téléphone a sonné chez Northrop. C'était l'Air Force. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Ils avaient choisi le Lockheed IF-22. Le rêve était terminé. Le IF-23, la Black Widow, le Ghost devaient être retirés. Devant les ingénieurs, ce fut un coup dévastateur. Ils avaient reconstruit ce qu'ils croyaient être un avion supérieur. La première raison? Le risque. Le IF-22 était considéré comme moins risqué. Sa conception était une évolution du F-15, donc plus familière. Un autre facteur, la démonstration des capacités. Lockheed a montré tout ce que le IF-22 pouvait faire. Ils ont tiré des missiles depuis leur baie et montré leurs tuyères à poussée vectorielle. Northrop, fidèle à sa philosophie, n'a pas réalisé ces démonstrations, affirmant que ce n'était pas exigé. Ils n'ont jamais démontré le tir d'un missile ou des manœuvres spectaculaires. Enfin, Lockheed a présenté un plan de production à grande échelle plus convaincant. Certains chuchotent que la politique a joué un rôle. Quelle que soit la combinaison des raisons, la décision a été prise. Le IF-22 a été choisi. Le IF-22 devint le F-22 Raptor. Le vol du IF-23 dans l'histoire était terminé. Pour Northrop, ce fut un coup dévastateur. Une fois la compétition terminée, les deux magnifiques prototypes IF-23 se sont retrouvés soudainement au chômage. Ils avaient cumulé 74 heures de vol en 50 sorties. Ils ont été emballés et expédiés, non pas à la casse, mais dans un lieu d'honneur. Bien que discrets, ils furent préservés. Pas V1, Black Widow 2, pas V2, Grey Ghost. Ils furent envoyés au centre de recherche en vol, Dryden de la NASA, Edwards AFB. La NASA envisagea d'utiliser l'un d'eux pour la recherche avancée. Malheureusement, le financement n'est jamais arrivé. Les avions étaient trop complexes, trop uniques et trop coûteux à exploiter sans soutien. PAV-1 a trouvé son dernier lieu de repos au National Museum of the United States Air Force à Dayton, Ohio. Il partage le hall avec un siècle de légende, attirant les passionnés. PAV-2 fut exposé au Western Museum of Flight, puis restauré et maintenant exposé à Torrance. Les deux araignées, séparées par un demi-continent, servent d'ambassadeurs silencieux. Ils nous rappellent que parfois, les plus belles conceptions ne réalisent jamais leur destin. Donc, le IF-23 a perdu. C'est une pièce de musée. Fin de l'histoire? Loin de là. Dans le monde des prototypes, certains échecs sont plus glorieux et plus influents que 1000 victoires banales. Le IF-23 en est l'incarnation même. Les techniques de furtivité avancées, l'intégration des moteurs, le logiciel de contrôle de vol, rien n'a été perdu. Vous pouvez parier que l'ADN du IF-23 vole aujourd'hui dans des projets classifiés et des drones. Dans les conceptions de la prochaine génération, des éléments de son génie réapparaissent. Un tel génie n'est jamais gaspillé. Il passe simplement dans l'ombre. Le Black Widow reste figé dans le temps. Une vision parfaite et sans compromis. Le fantôme dans la machine. Le plus grand avion de chasse que nous n'avons jamais eu. Cela prouve que parfois, les machines les plus légendaires sont celles qui ne tirent jamais un coup de feu.
toujours plus rapide, toujours plus furtive, et pour toujours, incroyablement, cool.